Une conductrice de bus scolaire trouve un garçon de 7 ans marchant seul sur une autoroute sombre à minuit. Quand il lui dit qu'il a abandonné là, elle appelle immédiatement le 911 et refuse de le quitter. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les phares du bus 47 fendaient l'obscurité de novembre tels des projecteurs jumeaux, illuminant de leurs faisceaux blancs et dur l'asphalte fissuré de la route 47. Margaret O'Brien agrippait le volant surdimensionné de ses mains calleuses, ses jointures pâles sur le caoutchouc noir. Le grondement régulier du moteur emplissait le véhicule vide, un son devenu son seul compagnon lors de ses retours tardifs du dépôt. 52 ans, et elle conduisait un bus scolaire vide à minuit. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Les yeux de Maggie suivaient le paysage familier qui défilait par la fenêtre. Des champs de maïs en dormance s'étendant dans l'ombre, des fermes usées par le temps aux fenêtres sombres, le passage occasionnel d'un cerf qui la maintenait en alerte durant ses trajets solitaires. Le comté de Millbrook avait toujours été calme, mais à cette heure, on se serait cru au bout du monde. Elle s'était de nouveau portée volontaire pour le service de maintenance du soir. La 3e fois cette semaine. Les autres chauffeurs la pensaient folle. Qui voulait rester tard pour nettoyer du chewing-gum sur les sièges et vérifier la pression des pneus quand on pouvait être chez soi à regarder la télévision? Mais la maison signifiait le silence. La maison signifiait la chambre vide de graisse et la pile de cartes de condoléances non ouvertes qu'elle ne supportait toujours pas de lire. La radio grésilla, puis se cala sur le faible bourdonnement d'une émission de fin de soirée. Maggie se pencha pour régler le volume, et c'est alors qu'elle le vit. Une petite silhouette se déplaçant sur l'accotement de la route, à peine visible dans l'obscurité au-delà de ses phares. D'abord, elle crut à un chien ou un cerf. Quelque chose qui s'enfuirait à l'approche du bus. Mais en se rapprochant, la silhouette devint incontestablement humaine. Un enfant, marchant seul sur une autoroute déserte à minuit. Le pied de Maggie se déplaça instinctivement vers la pédale de frein. Le bus ralentit dans un sifflement mécanique, ses freins à air sifflant comme un géant endormi. Elle se gara sur l'accotement en gravier, les feux de détresse dessinant des motifs orange sur la route vide. À travers le pare-brise, elle le voyait maintenant clairement. Un garçon, peut-être de 6 ou 7 ans, portant un pyjama à dinosaure qui semblait briller d'un bleu pâle sous ses phares. Il était pieds nus, ses petits pieds avançant prudemment sur l'asphalte rugueux. Dans sa main droite, il serrait quelque chose de blanc, un morceau de papier qui flottait dans le vent froid de novembre. Le cœur de Maggie battait la chamade dans sa poitrine. En 30 ans de conduite de bus scolaire, elle n'avait jamais rien vu de tel. Les enfants ne marchaient pas seuls sur les autoroutes. Jamais. Pas à minuit en novembre, alors que la température avoisinait le point de congélation. Elle ouvrit la porte du bus, le système hydraulique se libérant avec un sifflement sec. Le garçon s'arrêta de marcher et se tourna vers le bruit. Son visage fut capté par la lueur crue de ses phares. Même à 20 pieds de distance, Maggie pouvait voir la peur dans ses yeux, grands, sombres, et remplis d'une terreur qui lui noua l'estomac. Et, mon cœur, lança-t-elle, sa voix portant sur la route vide. Est-ce que ça va? Le garçon ne répondit pas. Au lieu de cela, il recula d'un pas, ses pieds nus glissant sur le gravier. Le papier dans sa main, Maggie voyait maintenant que c'était une photographie, déchirée et froissée, qui voltigeait comme un oiseau blessé. Maggie descendit du bus, ses bottes de travail crissant sur le gravier. L'air de novembre lui mordit le visage, vif et froid. Elle resserra sa veste autour de ses épaules et s'approcha lentement du garçon, comme on approcherait un animal effrayé. « Je ne te ferai pas de mal, » dit-elle, gardant sa voix douce et stable. « Je m'appelle Maggie. Je conduis le bus scolaire. » Les yeux du garçon allèrent de son visage au bus derrière elle, comme s'il essayait de décider s'il devait fuir. De près, Maggie vit qu'il tremblait violemment. Son pyjama était en coton fin, conçu pour des chambres chaudes, pas pour des autoroutes à minuit. Ses cheveux sombres étaient ébouriffés, et il y avait des traces de larmes sur ses joues. « Comment t'appelles-tu, mon chéri ?» demanda Maggie, s'accroupissant à sa hauteur. Les lèvres du garçon bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Il serra plus fort la photographie déchirée contre sa poitrine. Maggie entrevit des visages souriants. Un portrait de famille? Peut-être, bien qu'elle ne puisse distinguer les détails dans l'obscurité. « As-tu froid ?» demanda Maggie. C'était une question stupide. Bien sûr, il avait froid. Le garçon en vibrait presque. « J'ai une couverture dans le bus. Veux-tu que j'aille la chercher ?» Le garçon hocha la tête, un minuscule mouvement qui tenait à peine lieu d'accord. Maggie se releva lentement, ne voulant pas l'effrayer, et retourna au bus.
Ses mouvements étaient délibérés et calmes, bien que son esprit s'emballait. Que faisait un enfant ici? Où étaient ses parents? Depuis combien de temps marchait-il? La couverture de secours était rangée dans la trousse de premiers soins derrière le siège du conducteur, une épaisse couverture en laine qui sentait légèrement le désinfectant. Maggie la prit et retourna vers le garçon, qui n'avait pas bougé de sa place sur l'accotement. « Tiens », dit-elle en enroulant la couverture autour de ses petites épaules. « C'est mieux. » Les tremblements du garçon s'apaisèrent légèrement, bien qu'il semblât toujours sur le point de s'enfuir. Maggie s'assit sur le gravier à côté de lui, ignorant les pierres froides qui pressaient à travers son jean. « Peux-tu me dire ton nom ?» demanda-t-elle à nouveau. Cette fois, la voix du garçon sortit à peine comme un murmure. « Tyler. »« Tyler » répéta Maggie, et elle vit quelque chose se détendre sur son visage quand elle prononça son nom. « C'est un joli nom, Tyler. Peux-tu me dire ce que tu fais ici ?» La prise de Tyler sur la photographie se resserra. Quand il parla, sa voix était petite et creuse, comme si elle venait de très loin. « Mon papa m'a amené ici, dit-il. Il a dit que quelqu'un de meilleur me trouverait. » Les mots frappèrent Maggie comme un coup de poing. Elle sentit son souffle se couper dans sa gorge, et pendant un instant, elle ne put parler. Quel genre de parent laissait un enfant de 7 ans sur une autoroute déserte? « Ton papa t'a laissé ici ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. Tyler hocha la tête, et de nouvelles larmes se mirent à couler sur ses joues. Il a dit que j'étais libre maintenant. Il a dit que quelqu'un de meilleur me trouverait et prendrait soin de moi. Les mains de Maggie tremblaient alors qu'elle attrapait son téléphone portable. La lueur bleue de l'écran semblait obscènement vive dans l'obscurité. Elle composa le 911, ses doigts malhabiles sur le clavier. 911, quelle est votre urgence? Je suis sur la route 47, à environ 10 miles au sud de Millbrook, dit Maggie, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. J'ai trouvé un garçon de 7 ans marchant seul sur l'autoroute. Il dit que son père l'a laissé ici. L'enfant est-il blessé? Maggie regarda Tyler, qui l'observait de ses grands yeux effrayés. Non, mais il a froid et il a peur. Il marche depuis je ne sais combien de temps. Nous envoyons une unité à votre emplacement. Pouvez-vous garder l'enfant au chaud et en sécurité jusqu'à notre arrivée? Oui, dit Maggie. Nous serons là. Elle mit fin à l'appel et glissa le téléphone dans sa poche. Tyler la fixait toujours, la photo déchirée pressée contre sa poitrine comme un talisman. Tyler, dit-elle doucement. J'ai appelé des gens pour nous aider. Des policiers et peut-être d'autres personnes qui savent comment s'occuper des enfants. Ils vont s'assurer que tu es en sécurité. Tu vas me quitter, toi aussi? Demanda Tyler, et la question brisa presque le cœur de Maggie. Non, mon cœur, dit-elle en tendant la main pour toucher son épaule à travers la couverture. Je ne vais nulle part. Je vais rester ici avec toi jusqu'à ce que l'aide arrive. Tyler se pencha légèrement vers son contact, et Maggie sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis 5 ans. Pas depuis Grèce. Je peux voir ta photo? Demanda-t-elle en désignant la photographie dans ses mains. Tyler hésita, puis déroula lentement ses doigts. La photographie était en effet un portrait de famille, un homme, une femme et Tyler lui-même, tous souriant à l'appareil photo. Mais l'image était déchirée par le milieu, séparant l'homme de la femme et de l'enfant. Le père de Tyler avait été arraché du reste de la famille, laissant un bord blanc déchiqueté là où son visage aurait dû être. « C'est ma maman », dit Tyler, montrant la femme sur la photo. « Et ça, c'est moi. J'avais 6 ans. « Où est ta maman maintenant ?» demanda Maggie. Le visage de Tyler se crispa. « Je ne sais pas. Papa a dit qu'elle ne voulait plus de moi. Il a dit qu'elle a une nouvelle famille maintenant. » Maggie resserra la couverture autour des épaules de Tyler et le sentit se pencher contre son côté. Au loin, elle entendit le faible hurlement des sirènes approcher. Des lumières rouges et bleues apparurent à l'horizon, devenant plus vives à mesure qu'elles se rapprochaient. « La police est là », dit-elle doucement. Ils vont nous aider à savoir où est ta maman. Tyler la regarda, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qui lui serra la gorge. La confiance. Cet enfant effrayé et abandonné choisissait de lui faire confiance. Une étrangère qu'il avait trouvée marchant seule dans le noir. « Tu resteras avec moi ?» demanda-t-il. Maggie pensa à sa maison vide, à son dîner solitaire, au silence devenu son compagnon constant. Puis elle regarda Tyler, le regarda vraiment, et vit non seulement un enfant perdu, mais une chance de retrouver quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. « Oui, dit-elle, et elle le pensait. Je resterai avec toi. »
La voiture de police s'arrêta derrière le bus, ses gyrophares projetant des ombres folles sur l'autoroute. 2 officiers en sortirent, leurs lampes de poche fendant l'obscurité. Derrière eux, Maggie vit un second véhicule, une berline blanche avec des plaques du comté. « Madame », l'un des officiers s'approcha d'eux, sa voix professionnelle mais gentille. « Je suis l'officier Bradley. C'est vous qui avez appelé ?» « Oui », dit Maggie en se levant, mais en gardant une main sur l'épaule de Tyler. « Voici Tyler. Il dit que son père l'a laissé ici. » L'officier Bradley s'accroupit au niveau de Tyler, sa lampe de poche pointée loin du visage du garçon. « Salut, Tyler. Je suis l'officier Bradley. Peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Tyler leva les yeux vers Maggie, cherchant à être rassuré. Elle hocha la tête de manière encourageante. « Mon papa m'a conduit ici, » dit Tyler, sa voix à peine audible. « Il a dit que je devais sortir de la voiture. Il a dit que quelqu'un de meilleur me trouverait. » L'expression de l'officier s'assombrit, bien qu'il gardât sa voix douce. « Depuis combien de temps marches-tu, Tyler ?» Tyler haussa les épaules, un petit mouvement sous la couverture. « Je ne sais pas. Longtemps. J'ai mal aux pieds. » La femme de la berline blanche s'approcha, d'âge moyen, portant un blazer professionnel malgré l'heure tardive. « Je suis Janet Mills, des services de protection de l'enfance, » dit-elle à Maggie. « Merci d'être resté avec lui. » Maggie sentit la prise de Tyler se resserrer sur sa veste. « Il a peur, dit-elle. Il en a assez vu pour ce soir. » Janet hocha la tête. « Nous devrons l'emmener au poste pour obtenir sa déclaration et essayer de localiser ses parents. Seriez-vous prête à venir avec nous? Il semble s'être attaché à vous. » Maggie baissa les yeux vers Tyler, qui la fixait avec des yeux suppliants. À cet instant, elle prit une décision qui changerait leur de vie. « Bien sûr, dit-elle. J'irai avec lui. » Alors qu'ils aidaient Tyler à monter à l'arrière de la voiture de police, Maggie aperçut la photographie déchirée toujours serrée dans sa petite main. L'image d'une famille déchirée et maintenue ensemble par la poigne désespérée d'un enfant effrayé. Elle monta dans la voiture à côté de Tyler et sentit sa petite main se glisser dans la sienne. Dehors, son bus scolaire vide gisait abandonné sur l'accotement, ses feux de détresse clignotant toujours des avertissements orange dans la nuit de novembre. Pour la première fois en 5 ans, Maggie O'Brien était exactement là où elle devait être. Le poste de police du comté de Millbrook bourdonnait sous l'éclairage fluorescent et le faible murmure de l'activité nocturne. La détective Rosa Martinez était assise en face de Tyler dans la salle d'interrogatoire pour enfants, un espace conçu pour être moins intimidant que les salles d'interrogatoire standards. Des chaises douces, des couleurs sourdes et un panier de jouets dans le coin que Tyler n'avait pas touché. Maggie restait près de Tyler, sa présence étant la seule chose qui empêchait le garçon de se replier complètement sur lui-même. Chaque fois que quelqu'un de nouveau entrait dans la pièce, Tyler se serrait contre elle, sa petite main trouvant la sienne sous la table. « Tyler », dit la détective Martinez doucement, sa voix portant le calme exercé de quelqu'un qui avait interrogé trop d'enfants effrayés. « Peux-tu me parler de ce soir? Commence par le début. » Les yeux de Tyler se tournèrent vers Maggie, cherchant sa permission. Elle hocha la tête de manière encourageante, bien que son propre estomac se tordît à chaque détail qui émergeait. « Papa est venu me chercher à l'appartement de maman », commença Tyler. Sa voix était si basse que la détective Martinez dut se pencher en avant pour l'entendre. « Il devait me ramener dimanche, mais il a dit qu'on allait faire un tour en voiture à la place. »« À quelle heure c'était ?» demanda Martinez, prenant des notes sur sa tablette. Tyler haussa les épaules. « Après le dîner. Il faisait nuit dehors. Papa sentait bizarre. » La mâchoire de Maggie se serra. Elle connaissait cette odeur, l'alcool. Elle l'avait rencontré suffisamment de fois au fil des ans, en allant chercher des enfants dont les parents avaient bu. « Ton papa a-t-il dit où vous alliez ?» continua Martinez. « Il a dit qu'on allait quelque part de spécial. » Il pleurait. Les propres larmes de Tyler recommencèrent à couler au souvenir. Il n'arrêtait pas de dire des gros mots sur maman. Il disait qu'elle m'emmenait pour toujours. La porte s'ouvrit et Janet Mills des services de protection de l'enfance entra avec une tasse fumante de chocolat chaud. Elle la posa devant Tyler, qui enroula ses petites mains autour de la tasse mais ne but pas. « Tyler », dit Janet en s'installant sur la chaise à côté de Martinez. « Nous essayons de retrouver ta maman. Peux-tu nous donner son nom complet ?»« Diane Preston », dit Tyler immédiatement. « Elle habite dans les appartements bleus sur Elm Street. Numéro 12. » Martinez prit une autre note. « Et ton papa ?»
Quel est son nom complet? David Michael Preston. Il habite dans la maison avec la clôture cassée. La description de Tyler était d'une précision déchirante. Le genre de détail qui témoignait d'un enfant ballotté entre deux foyers pendant des mois. Tyler, dit doucement Maggie. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé dans la voiture après que ton papa est venu te chercher? Tyler prit une profonde inspiration. On a conduit très longtemps. Papa n'arrêtait pas de boire dans une bouteille et de se parler à lui-même. Il disait que maman était un poison. Il disait que Robert volait sa famille. La voix du garçon se brisa sur le nom. Il a dit, si maman voulait m'emmener, alors peut-être que je devrais juste être libre. Les adultes dans la pièce échangèrent des regards. Martinez se pencha légèrement en avant. Qui est Robert, Tyler? Le nouvel ami de maman. Il a une grosse voiture et il sent toujours le savon. Papa ne l'aime pas. Tyler but enfin une gorgée de son chocolat chaud, la chaleur semblant lui donner la force de continuer. Papa a dit que Robert allait m'emmener en Californie où papa ne pourrait plus jamais me voir. Janet Mills tapait rapidement sur son ordinateur portable. Tyler, quand ton papa a arrêté la voiture ce soir, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? La prise de Tyler sur la tasse se resserra, ses jointures blanches. Il s'est garé et m'a dit de sortir. J'ai dit que j'avais peur, mais il a dit que je devais être courageux. Il a dit que quelqu'un de meilleur que lui me trouverait. Quelqu'un qui pourrait prendre soin de moi comme il faut. Maggie sentit son cœur se briser à nouveau. Elle se pencha et caressa les cheveux de Tyler, un geste qui sembla le calmer. Il m'a donné ça, continua Tyler, sortant la photographie déchirée de la poche de son pyjama. Il l'a déchirée d'abord. Il a dit qu'il me libérait de tout le poison. Martinez examina la photographie. Sous l'éclairage cru du poste, Maggie pouvait la voir plus clairement maintenant. Un portrait de famille professionnelle, probablement pris dans l'un de ses studios de grands magasins. Tyler avait l'air plus jeune, peut-être 5 ans, assis entre ses parents. David Preston était un homme trapu aux yeux fatigués et au sourire forcé. Diane était jolie d'une manière usée, son bras autour de Tyler de manière protectrice. La déchirure au milieu était violente, déchiquetée, séparant David de sa femme et de son fils avec une cruauté délibérée. « Et puis que s'est-il passé ?» demanda Martinez. Papa est parti très vite en voiture. J'ai essayé de courir après la voiture, mais il faisait trop noir pour voir. La voix de Tyler devint plus petite. J'ai commencé à marcher parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je pensais que si je marchais assez loin, je trouverais la maison. La porte s'ouvrit à nouveau et l'officier Bradley apparut. « Détective, nous avons du nouveau. » Martinez sortit un instant, laissant Tyler avec Maggie et Janet. Le garçon se rapprocha immédiatement de Maggie, grimpant sur ses genoux comme un enfant beaucoup plus jeune. « J'ai peur, murmura-t-il contre son épaule. « Je sais, mon cœur, murmura Maggie en lui caressant le dos. « Mais tu es en sécurité maintenant. Nous allons trouver ta maman. » Janet observait l'interaction avec un intérêt professionnel. « Tyler semble très attaché à vous, Miss O'Brien. » Maggie hocha la tête, surprise par la protection qu'elle sentait monter dans sa poitrine. Il a vécu quelque chose de terrible. Les enfants ont besoin de stabilité. Avez-vous déjà travaillé avec des enfants traumatisés? La question frappa Maggie de manière inattendue. Je conduis des bus scolaires. Je vois des enfants tous les jours. Mais ça? Elle baissa les yeux vers Tyler, qui s'était endormi contre son épaule, épuisé par les événements de la nuit. C'est différent. Martinez revint avec une expression sombre. Nous avons trouvé David Preston. Il est dans son appartement, inconscient, ivre. Des bouteilles vides partout. Nous avons des unités qui l'amènent maintenant. Et la mère? Demanda Janet. Diane Preston a signalé la disparition de Tyler il y a 3 heures. Elle est en route. Martinez se rassit, son expression s'adoucissant en regardant le garçon endormi. Apparemment, David devait ramener Tyler hier soir. Quand il n'est pas venu, Diane a supposé qu'il faisait juste des difficultés à propos de l'arrangement de garde. Ce n'est que lorsqu'elle n'a pas pu le joindre par téléphone qu'elle s'est inquiétée. Maggie sentit Tyler bouger dans ses bras. Alors, elle ne l'a pas abandonné. Non. Selon les officiers intervenus, elle était affolée, pleurant, se blâmant. La voix de Martinez baissa. Apparemment, il y a eu une bataille de garde en cours. Diane a demandé le divorce il y a 8 mois et vit avec son petit ami, Robert Mitchell.
David s'est battu contre l'arrangement de garde, invoquant l'aliénation parentale. Et ce soir, il semble que David a découvert que Diane et Robert prévoyaient de déménager en Californie. Robert a reçu une offre d'emploi dans une entreprise technologique à San Francisco. Diane allait demander au tribunal l'autorisation de déménager avec Tyler. Les pièces du puzzle s'assemblaient, peignant le tableau d'une famille déchirée par la colère, la jalousie et de mauvaises décisions. Maggie serra Tyler plus fort, imaginant la terreur que ce petit garçon avait dû ressentir alors que le monde de son père s'effondrait autour de lui. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-elle. Janet vérifia sa montre. « Quand Diane arrivera, nous les réunirons. Ensuite, nous devrons mener une enquête complète sur la situation familiale. David fera probablement face à des accusations d'abandon d'enfants et de mise en danger. » Tyler remua et leva la tête, clignant des yeux d'un air endormi. « Est-ce que ma maman vient ?»« Oui, mon cœur, » dit doucement Martinez. « Elle sera bientôt là. » Tyler leva les yeux vers Maggie avec des yeux inquiets. « Tu resteras jusqu'à ce qu'elle arrive ?»« Bien sûr que je resterai, » promit Maggie, bien que quelque chose dans sa poitrine se serra à l'idée de dire au revoir à ce courageux petit garçon. 20 minutes plus tard, les portes d'entrée du poste s'ouvrirent brusquement et une jeune femme se précipita à l'intérieur. Son visage était strié de larmes et ses cheveux ébouriffés. Diane Preston était plus petite que Maggie ne l'avait imaginé, avec des cheveux sombres comme ceux de Tyler et des yeux rouges de larmes. « Où est-il » demanda-t-elle au sergent de bureau. « Où est mon fils » Tyler entendit la voix de sa mère et se redressa. « Maman !» Diane apparut dans l'embrasure de la porte de la salle d'interrogatoire et Tyler glissa des genoux de Maggie, courant vers sa mère avec le soulagement désespéré d'un enfant qui avait été perdu et finalement retrouvé. « Tyler !»« Oh, mon bébé !» sanglota Diane, tombant à genoux et enlaçant son fils dans ses bras. « Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. » Tyler s'accrocha à sa mère. Mais Maggie remarqua qu'il continuait de regarder par-dessus l'épaule de Diane, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. « Madame Preston, » dit Martinez, « nous devons vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé ce soir. » Diane leva les yeux, son visage un mélange de soulagement et de rage. David l'a pris. Je savais que quelque chose n'allait pas quand il n'a pas ramené Tyler hier. David buvait plus dernièrement, surtout depuis qu'il a appris pour le déménagement en Californie. Vous prévoyez de déménager ? Robert a eu une offre d'emploi. C'est une bonne opportunité pour nous, pour notre avenir. La voix de Diane devint défensive. J'allais déposer les documents nécessaires au tribunal. Je n'essayais pas d'enlever mon propre fils, mais David ne l'a pas vu de cette façon. David ne voit plus rien clairement, observa Martinez. Il est en chute libre depuis que je l'ai quitté. Diane serra Tyler plus fort. Il a menacé de m'enlever Tyler avant. Il a dit que si j'essayais de déménager en Californie, je ne reverrais plus jamais Tyler. Tyler se retira de l'étreinte de sa mère et la regarda sérieusement. « Maman, papa a dit que tu ne voulais plus de moi. Il a dit que tu avais une nouvelle famille. » De nouvelles larmes coulèrent sur les joues de Diane. « Ce n'est pas vrai, Tyler. Ça n'a jamais été vrai. Tu es ma famille. Tu es la chose la plus importante dans mon monde entier. Alors pourquoi papa m'a-t-il laissé sur la route ?» La question flottait dans l'air. Impossible à répondre d'une manière qui aurait un sens pour un enfant de 7 ans. Comment expliquer à un enfant que parfois les adultes prennent des décisions terribles quand ils sont blessés et en colère? Comment dire à un garçon que l'amour de son père s'était transformé en quelque chose de dangereux? Parfois, dit doucement Maggie, les adultes font de très mauvais choix quand ils ont peur et sont tristes. Cela ne veut pas dire que c'est de ta faute, Tyler. Rien de tout cela n'est de ta faute. Diane regarda Maggie avec gratitude. C'est vous qui l'avez trouvé. Oui, je conduis un bus scolaire. Je rentrais du travail quand je l'ai vu marcher. Merci, murmura Diane. Merci d'être resté avec lui, de l'avoir gardé en sécurité. Tyler regardait entre sa mère et Maggie pouvait voir la confusion dans ses yeux. Il avait tissé un lien avec elle pendant ces heures terrifiantes, et maintenant on lui demandait de retourner à sa vie normale comme si de rien n'était. « Maman, » dit Tyler. « Est-ce que Maggie peut venir avec nous ?» L'expression de Diane était compliquée. Reconnaissante, mais aussi incertaine. « Tyler, Maggie a sa propre maison où aller. Elle a été très gentille. »« Mais je ne veux pas qu'elle parte, » interrompit Tyler, sa voix montant d'anxiété. « Elle a dit qu'elle ne me quitterait pas. »
Maggie sentit le poids de la promesse qu'elle avait faite sur l'autoroute. Elle s'agenouilla à côté de Tyler, prenant ses mains dans les siennes. « Tyler, je ne te quitte pas. Pas vraiment. Tu rentres chez toi avec ta maman maintenant, là où est ta place. Mais ça ne veut pas dire que je suis parti pour toujours. Promis. » Maggie regarda Diane qui hocha légèrement la tête. « Je promets. Nous trouverons un moyen de rester en contact. D'accord ?» Janet Mills se racla la gorge. « En fait, il y a des procédures que nous devons suivre. Étant donné la nature traumatisante des événements de ce soir, Tyler aura besoin de conseils, et il y aura des procédures judiciaires concernant les actions de David. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Diane. « Cela signifie que cette affaire n'est pas encore classée. Tyler pourrait avoir besoin de témoigner sur ce qui s'est passé ce soir. Et étant donné son attachement à Miss O'Brien, » Janet fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Il pourrait être bénéfique pour Tyler de maintenir un certain contact avec elle pendant la période de transition. Les enfants qui ont vécu un traumatisme bénéficient souvent d'une continuité avec les personnes qui les aident à se sentir en sécurité. » Maggie sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un frémissement d'espoir mêlé d'incertitude. Après 5 ans d'isolement, l'idée de rester connectée à Tyler était à la fois terrifiante et merveilleuse. « Si ça vous va, dit-elle à Diane. » Diane étudia le visage de Maggie, y voyant peut-être quelque chose qui la convainquit. Tyler a vécu assez de changements. Si vous l'avez aidé à se sentir en sécurité ce soir? Elle laissa sa phrase en suspens, puis hocha la tête. Oui, je pense que ce serait une bonne chose. Le visage de Tyler s'illumina pour la première fois depuis qu'elle l'avait trouvé sur l'autoroute. Vraiment? Vraiment, confirma Maggie, bien qu'elle ne fût pas entièrement sûre de ce à quoi elle consentait. Pendant que les papiers étaient remplis et que les arrangements étaient pris, Maggie se mit à penser à Grace. Sa fille avait l'âge de Tyler quand elle était morte. 7 ans, pleine de vie, de questions et d'une capacité d'amour infinie. Grace avait été tuée par un conducteur ivre en rentrant de l'école. Une tragédie insensée qui avait laissé Maggie vide et brisée. Mais assise ici avec Tyler, le regardant s'accrocher à la fois à sa mère et à elle, Maggie sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Un but. La chance de protéger un enfant qui avait besoin de protection, d'être présente pour quelqu'un qui avait besoin qu'elle soit forte. Tyler s'endormit de nouveau pendant la paperasse finale, blotti sur le petit canapé, la tête sur l'épaule de Maggie et la main dans celle de sa mère. Diane et Maggie s'assirent dans un silence confortable, 2 femmes liées par leurs soucis communs pour ce courageux petit garçon. « Il fait des cauchemars », dit Diane doucement. Même avant ce soir. Le divorce, les batailles pour la garde, l'alcoolisme de David. Ça a été dur pour lui. Les enfants sont résilients, répondit Maggie, bien qu'elle sût par expérience que certaines blessures mettent plus de temps à guérir que d'autres. Je l'espère. J'espère que nous pourrons traverser ça. Maggie baissa les yeux sur le visage paisible de Tyler et fit une promesse silencieuse. Pas seulement à Tyler, mais à elle-même. Elle irait jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive ensuite, quoi que Tyler ait besoin, elle serait là. Pour la première fois en 5 ans, Margaret O'Brien avait une raison de croire en demain. L'aube se levait sur le comté de Millbrook lorsque le marteau de la juge Patricia Hanley s'abattit lors de la session d'urgence du tribunal de la famille. Le son résonna dans la petite salle d'audience où Tyler était assis entre Maggie et Diane, sa petite main agrippant la photographie déchirée qui était devenue sa couverture de sécurité. Étant donné les circonstances extraordinaires de cette affaire, dit la juge Hanley, sa voix portant l'autorité de 30 ans de magistrature, et considérant l'attachement exprimé de l'enfant à Miss O'Brien, j'accorde une tutelle d'urgence temporaire pour une période de 72 heures. Le visage de Diane se crispa d'un mélange de soulagement et de déception. Elle avait espéré ramener Tyler à la maison immédiatement, mais les travailleurs sociaux avaient été clairs. L'anxiété sévère de Tyler et son refus de se séparer de Maggie nécessitaient une transition plus progressive. C'est très inhabituel, continua la juge, regardant directement Maggie. Mais le bien-être psychologique de l'enfant doit être notre principale préoccupation. Miss O'Brien, êtes-vous prête à prendre soin de Tyler pendant cette période de transition? La gorge de Maggie était sèche. 48 heures auparavant, sa plus grande préoccupation était d'éviter les pièces vides de sa ferme. Maintenant, on lui demandait de devenir responsable d'un garçon de 7 ans traumatisé dont le monde avait été brisé par les adultes censés le protéger. « Oui, votre honneur, dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait.
Cet arrangement inclura des visites quotidiennes de Madame Preston et des sessions thérapeutiques supervisées avec le docteur Amanda Wells, la psychologue pour enfants du comté. Monsieur Preston reste en détention en attendant les accusations formelles. Tyler leva les yeux vers Maggie avec d'immenses yeux reconnaissants. « Je vais rester avec toi quelques jours, » dit doucement Maggie. « Jusqu'à ce que tu te sentes prêt à rentrer chez toi avec ta maman. » 1 heure plus tard, Maggie se retrouva à conduire Tyler à travers la campagne vers sa ferme. Une voiture de travailleur social les suivait. Tyler était assis sur le siège passager, correctement attaché dans un rehausseur sur lequel Janet Mills avait insisté, regardant les champs vallonnés et les fermes éparses. « Avez-vous des enfants ?» demanda Tyler alors qu'il tournait dans l'allée en gravier menant à la maison de Maggie. Les mains de Maggie se resserrèrent sur le volant. « J'ai eu une fille une fois. Elle s'appelait Grace. Où est-elle maintenant ?» La question était innocente, posée avec la curiosité ingénue de l'enfance, mais elle frappa quand même Maggie comme un coup de poing. Elle est morte quand elle avait à peu près ton âge, dans un accident de voiture. Tyler traita cette information avec l'acceptation pragmatique que les enfants montrent souvent face aux vérités difficiles. « C'est pour ça que tu es triste. »« Oui, » admit Maggie. « C'est pour ça que je suis triste. Mon papa est triste aussi. C'est pour ça qu'il boit le truc qui sent mauvais et dit des choses méchantes sur maman. » La ferme apparut. Une structure blanche à 2 étages avec des volets verts et un porche enveloppant que le défunt mari de Maggie avait construit de ses propres mains. Elle ne l'avait pas regardée avec des yeux d'étranger depuis des années, mais maintenant elle la voyait comme Tyler pourrait la voir. La peinture écaillée sur les balustrades du porche, le jardin envahi par la végétation qu'elle avait cessé d'entretenir après la mort de Grace. L'air général d'un endroit où le temps s'était arrêté. « C'est ici que tu vis ?» demanda Tyler alors qu'il se garait. « C'est la maison, » confirma Maggie, bien que le mot semblât étrange sur sa langue. Depuis combien de temps cet endroit n'avait-il pas été plus qu'un abri? À l'intérieur, la maison portait les marques de quelqu'un qui vivait seul depuis trop longtemps. Du courrier empilé sur le comptoir de la cuisine, de la vaisselle dans l'évier, des journaux qu'elle n'avait jamais pris le temps de lire. Mais c'était la chambre de Grace qui allait présenter le véritable défi. Tyler explora le rez-de-chaussée avec une curiosité prudente, pendant que Maggie lui préparait un sandwich. Il examina les photographies sur la cheminée, principalement des photos de Grace, et étudia la bibliothèque où des livres pour enfants prenaient encore la poussière. « Je peux voir la chambre de Grace ?» demanda-t-il. Sa question toucha directement au cœur de l'anxiété de Maggie. Maggie posa le pot de beurre de cacahuète et regarda Tyler. Son expression était sérieuse, comprenant d'une manière ou d'une autre que c'était important. « D'accord, » dit-elle, « mais ça pourrait me rendre triste. » Ils montèrent les escaliers ensemble, la petite main de Tyler dans la sienne. Au bout du couloir, Maggie s'arrêta devant une porte qui était restée fermée pendant 5 ans. La plaque de laiton portait toujours le nom de Grace en lettres violettes joyeuses. Elle ouvrit la porte. La pièce était exactement comme Grace l'avait laissée. Un couvre-lit rose avec des licornes, des peluches disposées sur le siège de la fenêtre. Du matériel de dessin éparpillé sur le petit bureau. Un puzzle à moitié terminé d'un arc-en-ciel était sur le sol, là où Grace y travaillait le matin de sa mort. Tyler entra lentement dans la pièce, observant chaque détail avec l'attention minutieuse que les enfants réservent aux moments importants. Elle aimait dessiner, observa-t-il en montrant le matériel de dessin. Oui, elle adorait ça. Elle me faisait toujours des dessins à mettre sur le réfrigérateur. Tyler prit un des cahiers de coloriage de Grace et en feuilleta les pages. J'aime dessiner aussi, surtout quand j'ai peur. Quelque chose bougea dans la poitrine de Maggie. Qu'est-ce que tu dessines quand tu as peur? Parfois, je dessine les choses effrayantes pour qu'elles ne restent pas dans ma tête. Parfois, je dessine des choses heureuses pour me souvenir à quoi elles ressemblent. Maggie s'agenouilla à côté de Tyler, voyant la chambre de Grace à travers ses yeux. Non pas un sanctuaire de deuil, mais un espace qui pouvait respirer à nouveau. Tyler, dit-elle prudemment. Voudrais-tu dormir ici ce soir? Nous pourrions ranger certaines des affaires de Grace et rendre la chambre confortable pour toi. Tyler la regarda avec surprise. Mais c'est la chambre de Grace. Grace n'en a plus besoin. Et je pense qu'elle aimerait savoir qu'un autre enfant qui avait besoin d'un endroit sur l'utilise. Ensemble, ils entamèrent le délicat processus de transformation. Maggie rangea les affaires les plus personnelles de Grace, les peluches qui avaient été ses préférées, le journal intime avec la petite serrure, les certificats de l'école. Mais elle laissa le matériel de dessin,
les livres et le sentiment général de chaleur qui avait toujours défini l'espace. Tyler aida en faisant le lit avec des draps propres, imprimés de dinosaures, que Maggie avait achetés à la hâte lors d'un arrêt au grand magasin local. Pendant qu'il travaillait, Tyler commença à s'ouvrir sur sa vie avant l'autoroute. Maman et papa se disputaient beaucoup, dit-il en lissant la couette à dinosaure. Même avant que maman ne déménage. Il criait très fort et je me cachais dans mon placard avec mon carnet de dessin. Ça devait être effrayant, dit Maggie en ajustant les oreillers. Parfois, papa venait dans ma chambre après et disait qu'il était désolé. Il pleurait et me disait qu'il m'aimait, mais ensuite il se disputait à nouveau avec maman le lendemain. Maggie sentit une douleur familière dans sa poitrine. Pas seulement pour Grace cette fois, mais pour Tyler et tous les enfants pris dans le feu croisé des échecs des adultes. Tyler, dit-elle, aucune de ces disputes n'était de ta faute. Tu le sais, n'est-ce pas? Tyler haussa les épaules, un geste qui semblait trop vieux pour ses 7 ans. Papa a dit que si j'étais un meilleur garçon, peut-être que maman ne serait pas partie. La cruauté désinvolte de la déclaration coupa le souffle à Maggie. Elle s'assit sur le lit à côté de Tyler et le tourna vers elle. Tyler, écoute-moi très attentivement. Ta maman n'est pas partie à cause de quelque chose que tu as fait. Les adultes ont parfois des problèmes entre eux qui n'ont rien à voir avec leurs enfants. Tu es un bon garçon, un garçon courageux, intelligent et merveilleux. Les yeux de Tyler se remplirent de larmes, mais il ne détourna pas le regard. Promis? Je promets. L'après-midi amena Diane pour sa première visite officielle, accompagnée du docteur Amanda Wells, une femme à la voix douce dans la quarantaine, spécialisée dans les traumatismes de l'enfance. Les retrouvailles de Tyler avec sa mère furent émouvantes mais compliquées. Il était heureux de la voir mais réticent à s'éloigner de Maggie. C'est tout à fait normal, expliqua le docteur Wells aux adultes pendant que Tyler jouait avec des blocs de construction dans le salon. Les enfants qui ont vécu un abandon développent souvent une hypervigilance envers leurs soignants. Tyler doit apprendre qu'il peut faire confiance à sa mère pour rester et que Maggie ne va pas disparaître. Combien de temps cela prendra-t-il? Demanda Diane, la voix tendue par une émotion à peine contenue. Chaque enfant est différent. Certains s'adaptent en quelques jours, d'autres ont besoin de semaines. L'important est de ne pas précipiter le processus. Ils établirent une routine. Diane visiterait 2 fois par jour, restant plus longtemps à chaque fois. Le docteur Wells mènerait des séances de thérapie avec Tyler, se concentrant sur l'aide à traiter le traumatisme de l'abandon, et Maggie fournirait la stabilité et la sécurité dont Tyler avait besoin pour commencer à guérir. Ce soir-là, alors que Maggie aidait Tyler à se brosser les dents, elle se surprit à penser aux étranges tournants que la vie pouvait prendre. Une semaine auparavant, elle conduisait des bus vides et dînait seule, convaincue que son but dans le monde était mort avec Grace. Maintenant, elle aidait un garçon de 7 ans à naviguer dans sa routine du coucher, se sentant utile d'une manière qu'elle avait presque oubliée. Maggie, dit Tyler alors qu'elle le bordait dans le lit de Grace. Je peux te faire un dessin demain? J'aimerais beaucoup ça. Je veux te dessiner en train de me trouver sur la route, mais je veux que tu ressembles à un ange. La gorge de Maggie se serra. Pourquoi un ange? Parce que c'est ce que papa a dit qu'il se passerait. Il a dit que si j'étais très sage et très courageux, un ange me trouverait et prendrait soin de moi. Les yeux de Tyler étaient sérieux dans la faible lumière de la lampe de chevet. Je pense qu'il avait raison. Après que Tyler se soit endormi, Maggie s'assit dans la cuisine avec une tasse de thé, fixant les photographies sur le réfrigérateur. Les œuvres de Grace couvraient encore la majeure partie de la surface, des peintures au doigt, des dessins au crayon et des projets scolaires qui avaient autrefois rempli Maggie de fierté. Demain, réalisa-t-elle, les dessins de Tyler les rejoindraient. L'idée aurait dû lui sembler une trahison de la mémoire de Grace. Au lieu de cela, cela ressemblait à la continuation de quelque chose de beau. La façon dont l'art des enfants pouvait transformer une maison en un foyer. La façon dont l'amour pouvait se multiplier plutôt que de diminuer lorsqu'il était partagé. Dehors, le vent de novembre bruissait dans les arbres nus. Et Maggie pensa à l'étrange mathématique de la perte et de l'amour. Elle avait perdu Grace, et cette perte ferait toujours partie d'elle. Mais la présence de Tyler dans sa maison, dans la chambre de Grace, dans sa vie, ne diminuait pas cette perte. Au lieu de cela, elle créait quelque chose de nouveau, un autre type de famille, né de la tragédie, mais soutenu par l'espoir. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Diane qui appelait pour prendre des nouvelles de Tyler. Il dort, rapporta Maggie. Nous avons une bonne journée.
Il m'a aidé à préparer le dîner et nous avons installé le vieux matériel de dessin de Grace pour lui. Grace était votre fille? Oui. Elle est morte il y a 5 ans. Il y eut une pause et quand Diane parla à nouveau, sa voix était douce de compréhension. Ça doit être dur pour vous aussi. Ça l'est, admit Maggie, mais c'est aussi guérisseur d'une certaine manière. Tyler a besoin que quelqu'un s'occupe de lui en ce moment. Et j'ai besoin de quelqu'un dont m'occuper. Ça fonctionne. Merci, dit simplement Diane, pour tout. Je sais que ce n'est pas ce que vous aviez prévu quand vous l'avez trouvé sur cette route. Maggie regarda autour d'elle dans sa cuisine, le sac à dos à dinosaure de Tyler accroché à une chaise, le verre de lait qu'il avait oublié de finir, le dessin qu'il avait commencé d'un bus scolaire avec des ailes d'ange. Non, dit-elle. Ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais parfois les meilleures choses ne sont pas du tout planifiées. Cette nuit-là, Maggie était allongée dans son propre lit, écoutant les bruits d'une autre personne dans sa maison. La douce respiration de Tyler au bout du couloir, le grincement des ressorts du lit quand il se retournait, le mot chuchoté, « maman », qu'il prononçait dans son sommeil. Pour la première fois en 5 ans, Margaret O'Brien s'endormit sur autre chose que le silence. Et quand elle se réveilla le matin au son de Tyler l'appelant par son nom, elle réalisa que quelque part entre le moment où elle l'avait trouvé sur l'autoroute et celui où elle l'avait bordé dans le lit de Grace, elle avait recommencé à vivre. La guérison prendrait du temps pour eux deux. Mais la guérison, Maggie commençait à le comprendre, ne consistait pas à oublier le passé ou à effacer la douleur. Il s'agissait de trouver de la place dans son cœur pour un nouvel amour sans diminuer l'ancien. De découvrir que les personnes brisées pouvaient s'aider à se réparer mutuellement. Et que parfois les cadeaux les plus profonds venaient emballés dans les paquets les plus inattendus. Tyler apparut à sa porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil, serrant la photographie déchirée qui était devenue son talisman. « Bonjour, Maggie », dit-il, et son sourire était comme un lever de soleil après la plus longue des nuits. « Bonjour, mon cœur », répondit-elle, et elle le pensait de toutes les manières possibles. 3 semaines après le début du séjour de Tyler à la ferme, la détective Rosa Martinez était assise en face de David Preston dans la salle de visite de la prison du comté. L'homme qui avait abandonné son fils de 7 ans sur une autoroute sombre ressemblait peu au père sur la photo déchirée de Tyler. Son visage était émacié, ses mains tremblaient légèrement, et ses yeux avaient le regard vide de quelqu'un qui avait perdu tout ce qui comptait. « Parlez-moi de cette nuit, David », dit Martinez, sa voix professionnelle mais pas méchante. Elle avait vu assez de familles brisées pour reconnaître la différence entre le mal et la tragédie. David regarda ses mains, qui étaient menottées à la table. « Je ne me souviens pas de tout. Je buvais. J'avais bu pendant des heures. »« De quoi vous souvenez-vous » ? Diane m'a appelé. Elle a dit qu'elle emmenait Tyler en Californie avec ce salaud de Robert. La voix de David se brisa sur le nom. Elle a dit que je pouvais avoir des visites supervisées 2 fois par mois. 2 fois par mois pour voir mon propre fils. Martinez prit des notes, bien qu'elle eût déjà entendu l'histoire du point de vue de Diane. « Alors vous êtes allé chercher Tyler » ? Je suis allé lui parler, lui faire comprendre, mais elle n'a pas voulu écouter. Elle a dit que j'étais ivre. Que je ne pouvais pas voir Tyler comme ça. Les mains de David se serrèrent en poing. Alors j'ai attendu. J'ai attendu qu'elle parte au travail et puis je suis retourné et Tyler était seul avec la babysitter, une adolescente qui n'en savait pas plus. Je lui ai dit qu'il y avait une urgence familiale, que Diane m'avait envoyé le chercher. Le calcul derrière le mensonge glaça Martinez. Ce n'était pas une décision spontanée née d'une rage ivre. C'était planifié, délibéré. Que s'est-il passé ensuite ? Le sang-froid de David se brisa enfin. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il continuait. J'ai tourné en voiture pendant des heures. Tyler n'arrêtait pas de demander où nous allions, et je ne savais pas quoi lui dire. Je n'arrêtais pas de penser à le perdre. À un autre homme élevant mon fils. Quand avez-vous décidé de le laisser sur l'autoroute ? Je ne sais pas. Ce n'était pas une décision. Pas vraiment. Je me suis garé pour réfléchir et j'ai regardé Tyler sur la banquette arrière et j'ai réalisé. La voix de David devint un murmure. J'ai réalisé que je le perdais déjà, que je l'avais déjà perdu, et peut-être qu'il serait mieux sans moi. L'aveu était dévastateur dans son honnêteté. Martinez avait interrogé des dizaines de parents qui avaient blessé leurs enfants, et la plupart offraient des excuses, des justifications, des dénis. L'aveu nu de l'échec de David Preston était en quelque sorte pire qu'un déni pur et simple. Vous lui avez dit que quelqu'un de meilleur le trouverait. Je lui ai dit qu'il était libre. Libre de tout le poison entre sa mère et moi.
Je pensais que si quelqu'un le trouvait, on prendrait mieux soin de lui que moi. Martinez ferma son carnet. L'affaire judiciaire était claire. Abandon d'enfant, mise en danger, peut-être enlèvement. Mais l'histoire humaine était plus compliquée. Une tragédie d'addiction, de maladie mentale et un système familial qui avait failli à tout le monde. Pendant ce temps, à la ferme, Tyler créait son chef-d'œuvre. Il travaillait sur le dessin depuis des jours, utilisant chaque crayon de couleur et marqueur de la boîte d'art de Grace. Le papier était grand, de la taille d'une affiche, et Tyler avait couvert chaque centimètre avec un soin méticuleux. Le centre du dessin montrait la route 47 la nuit, sombre et vide, à l'exception de 2 silhouettes. Un petit garçon marchant seul et un bus scolaire avec des ailes dorées déployées sur ses côtés. Mais la vision artistique de Tyler s'étendait au-delà de la scène immédiate. Dans le ciel au-dessus, il avait dessiné ce qu'il appelait les veilleurs, des figures fantomatiques qui regardaient de haut avec protection. Et dans le coin, il avait dessiné une maison avec des fenêtres jaunes et chaudes, et une femme et un garçon se tenant la main sur le seuil. « C'est quand tu m'as trouvé », expliqua Tyler au Dr Wells pendant leur session, en montrant le bus avec des ailes. Et ce sont les gens qui veillent sur les enfants quand ils ont peur. Le Dr Wells étudia le dessin avec un intérêt professionnel. En 15 ans de travail avec des enfants traumatisés, elle avait appris à lire leurs œuvres d'art comme une carte de leur état émotionnel. Le dessin de Tyler était remarquablement sophistiqué pour un enfant de 7 ans, mais plus important encore, il montrait des signes de guérison. « Parle-moi des veilleurs », dit-elle. Le visage de Tyler devint sérieux. « Ce sont les gens qui sont morts mais qui nous aiment toujours. Comme la Grace de Maggie, elle regardait quand Maggie m'a trouvé. » La déclaration donna des frissons au Dr Wells. Elle jeta un coup d'œil à Maggie, qui était assise tranquillement dans un coin de la pièce, et vit des larmes dans les yeux de la femme plus âgée. « Comment sais-tu pour Grace ?» demanda doucement le Dr Wells. « Je la sens dans la maison, dans ma chambre. Elle n'est pas effrayante. Elle est heureuse que quelqu'un utilise à nouveau ses affaires. » Tyler prit un crayon bleu et ajouta des détails au ciel nocturne. « Papa a dit qu'un ange me trouverait, mais je pense que c'est peut-être Grace qui a dit à Maggie où chercher. » Plus tard, pendant que Tyler faisait la sieste, le Dr Wells parla en privé avec Maggie et Diane de ses progrès. « Il traite le traumatisme remarquablement bien, » rapporta TL. « La stabilité que vous avez fournie, Maggie, a été cruciale, mais nous devons commencer à planifier sa transition éventuelle vers les soins principaux de Diane. » Diane bougea mal à l'aise sur sa chaise. Au cours des 3 dernières semaines, elle avait vu son fils s'épanouir sous les soins de Maggie d'une manière à la fois merveilleuse et déchirante. Tyler riait plus, avait moins de cauchemars et montrait un talent artistique qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Mais son attachement à Maggie semblait se renforcer chaque jour, tandis que son lien avec elle semblait de plus en plus tendu. « Il ne veut pas rentrer à la maison avec moi, » dit Diane doucement. « Hier, quand j'ai suggéré qu'il pourrait vouloir dormir dans mon appartement, il s'est mis à pleurer. » « C'est normal, » l'assura le Dr Wells. « Tyler vous associe au chaos et au conflit de la relation de ses parents. Maggie représente la sécurité et la stabilité, mais cela ne signifie pas qu'il vous aime moins. Alors comment réparer ça ?» Maggie prit la parole. « Peut-être que nous n'avons pas à choisir. Peut-être qu'il y a un moyen pour Tyler d'avoir à la fois la stabilité et sa mère. » Les 2 femmes la regardèrent d'un air interrogateur. « J'ai réfléchi, » continua Maggie. « Ma maison est trop grande pour une seule personne. Elle est trop grande depuis 5 ans. Et Tyler s'épanouit ici. Et si ?» Elle fit une pause, rassemblant son courage pour ce qu'elle était sur le point de suggérer. « Et si vous emménagiez ici, Diane ? Toutes les 2, au moins temporairement. » La suggestion flotta dans l'air entre elles. Le visage de Diane montrait un mélange d'espoir et d'incertitude. « Vous feriez ça ?» demanda-t-elle. « Tyler a besoin de sa mère, mais il a aussi besoin de la stabilité qu'il a trouvée ici. Et honnêtement, » la voix de Maggie s'adoucit, « j'ai besoin de vous 2 aussi. Cette maison a été trop silencieuse pendant trop longtemps. » Le Dr Wells hocha la tête avec approbation. Les arrangements de famille recomposés peuvent être très efficaces dans des situations comme celle-ci. Tyler aurait une continuité de soins tout en reconstruisant sa relation principale avec sa mère. Ce soir-là, elles présentèrent l'idée à Tyler, qui écouta avec l'expression sérieuse qu'il portait lorsqu'il traitait des informations importantes. « Maman vivrait ici aussi ?» demanda-t-il. « Si elle le veut, » dit Maggie. « Est-ce que ça te plairait ?» Tyler réfléchit un instant, puis hocha la tête. «
Mais est-ce que je peux garder le matériel de dessin de Grace? Bien sûr. Et est-ce que maman peut avoir la chambre à côté de la mienne? Diane sentit son cœur se serrer. Son fils planifiait leur arrangement de vie avec la considération attentive d'un enfant qui avait appris à ne rien tenir pour acquis. J'aimerais beaucoup ça, dit-elle. La décision de créer une famille non conventionnelle ne fut pas prise à la légère. Il y avait des considérations juridiques. Diane devrait partager formellement la garde avec Maggie, au moins temporairement. Il y avait des préoccupations pratiques, 2 femmes qui se connaissaient à peine apprenant à coéduquer un enfant traumatisé. Et il y avait des complexités émotionnelles qu'aucune d'entre elles ne comprenait encore pleinement. Mais il y avait aussi quelque chose qui transcendait toutes ces complications. Le rire de Tyler résonnant dans la ferme pour la première fois depuis des années. La façon dont il courait pour accueillir les 2 femmes quand elles rentraient à la maison. La paix qui s'installait sur eux tous quand ils s'asseyaient autour de la table de la cuisine pour dîner. Une semaine plus tard, Diane emménagea ses affaires dans la pièce qui avait été autrefois la salle de couture de Maggie. Tyler aida, transportant des boîtes et offrant des conseils sur l'endroit où les choses devaient aller. En le regardant diriger l'agencement des meubles de sa mère avec le même soin qu'il avait montré pour le matériel d'art de Grace, Maggie réalisa que la guérison prenait parfois une forme inattendue. Les photos déchirées de Tyler étaient toujours sur sa table de nuit, mais il avait commencé à faire de nouveaux dessins. Des images d'3 ensemble, de la ferme avec toutes ses fenêtres brillant chaleureusement, d'une famille qui ne ressemblait à aucune famille dans les livres, mais qui fonctionnait de toutes les manières qui comptaient. L'enquête sur le cas de David se poursuivait, mais elle était devenue secondaire par rapport au travail plus important de construire quelque chose de durable pour l'avenir de Tyler. David ferait face aux conséquences de ses actes, mais Tyler apprenait que les conséquences ne signifiaient pas toujours des fins. Parfois, elles signifiaient de nouveaux départs, différents types de familles, et la découverte que l'amour pouvait se multiplier de manière inattendue. En terminant son rapport final, Martinez réfléchit à l'étrange mathématique de l'affaire. La terrible décision d'un père avait conduit au sauvetage d'un enfant, qui avait conduit à la guérison d'une femme en deuil, qui avait conduit à la création d'une famille qui défiait la définition conventionnelle, mais fournissait exactement ce dont chacun avait besoin. Le dessin de Tyler du bus ailé était accroché dans la cuisine, à côté des vieilles œuvres de Grace et des listes de courses de Diane. 3 générations d'art sur un seul réfrigérateur, racontant l'histoire de comment les choses brisées pouvaient être réparées, comment les familles pouvaient être choisies aussi bien que nées, et comment parfois la guérison la plus profonde se produisait non pas malgré la tragédie, mais à cause des liens que la tragédie rendait possible. Le Dr Wells écrirait plus tard dans ses notes que Tyler Preston représentait l'une des guérisons de traumatisme les plus réussies dont elle avait été témoin. Mais ce qu'elle ne pouvait pas capturer dans un langage clinique, c'était la façon dont on se sentait maintenant dans la ferme. Pleine de voix et de rires. Le son de plusieurs vies s'entrecroisant et se soutenant mutuellement. Le sentiment que certaines fins étaient en fait des débuts déguisés. Les soirs où Tyler dormait et que les 2 femmes étaient assises ensemble à planifier leur avenir commun, Maggie pensait parfois à la nuit où elle l'avait trouvé sur la route 47. Elle conduisait un bus vide vers une maison vide, convaincue que son histoire était essentiellement terminée. Maintenant, en regardant Diane lire la dernière histoire de Tyler sur les anges, les bus scolaires et les familles qui se choisissent, Maggie comprenait que son histoire ne s'était pas terminée avec la mort de Grace. Elle avait simplement attendu que le chapitre suivant commence. L'appel arriva un mardi matin alors que Tyler aidait Maggie à nourrir les poules derrière la ferme. La voix de la détective Martinez était tendue lorsque Maggie répondit à son téléphone portable, déclenchant immédiatement des signaux d'alarme. « David Preston a payé sa caution hier soir », dit Martinez sans préambule. Son avocat a fait valoir qu'il avait suivi un programme de réadaptation ordonné par le tribunal et ne présentait aucun risque de fuite. La prise de Maggie sur le téléphone se resserra. Elle regarda Tyler par la fenêtre de la cuisine, accroupie et parlant sérieusement à la poule Rhode Island Red qui était devenue sa préférée. 6 semaines de paix. 6 semaines à le voir s'épanouir pour devenir l'enfant confiant qu'il était censé être. Et maintenant, ça. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, demanda-t-elle. Légalement, il a toujours une ordonnance restrictive l'empêchant de contacter Tyler directement. Mais, Maggie, Martinez fit une pause. L'avocat de David pousse pour des droits de visite immédiats. Ils prétendent que le placement de Tyler avec vous est illégal, que Diane n'a jamais eu l'autorité d'accepter une garde partagée. Mais le juge l'a approuvé comme mesure d'urgence temporaire. L'équipe de David soutient que l'urgence est passée, que Tyler devrait retourner sous la garde principale de sa mère,
et que David devrait voir ses droits parentaux restaurés. Maggie s'affaissa sur une chaise de cuisine, ses jambes soudainement chancelantes. Par la fenêtre, elle pouvait voir Tyler montrer à Diane quelque chose qu'il avait trouvé dans la terre. Probablement une pierre colorée ou un insecte intéressant. La simple domesticité du moment contrastait vivement avec la tempête juridique qui se préparait. « Quand est l'audience » demanda Maggie. « Vendredi. » 3 jours plus tard. Après avoir mis fin à l'appel, Maggie s'assit dans sa cuisine, fixant la dernière œuvre d'art de Tyler sur le réfrigérateur. Hier, il avait dessiné une image d'eux trois travaillant ensemble dans un jardin. Leur visage rayonnant de sourire, la ferme solide et accueillante en arrière-plan. Maintenant, cet avenir paisible semblait fragile, menacé par des forces hors de leur contrôle. Diane entra par la porte de derrière, Tyler juste derrière elle. Tous deux riant de quelque chose. Le rire s'éteignit quand Diane vit l'expression de Maggie. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle immédiatement. Maggie jeta un coup d'œil à Tyler, qui se lavait les mains à l'évier, fredonnant une des chansons que Maggie lui avait apprises. « Nous devons parler. » Plus tard dans la soirée, après que Tyler soit allé au lit, Maggie et Diane étaient assises à la table de la cuisine avec des tasses de thé qui refroidissaient entre elles pendant que Maggie expliquait la situation. « Il ne peut pas reprendre Tyler, » dit Diane, sa voix féroce de colère protectrice. « Pas après ce qu'il a fait. Pas après que Tyler ait enfin trouvé la stabilité. » L'avocat de David soutient que l'abandon était une erreur ponctuelle commise lors d'une crise de santé mentale. Il a suivi une thérapie. Il est sobre depuis 2 mois et techniquement, il n'a jamais renoncé à ses droits parentaux. Diane enfouit son visage dans ses mains. « C'est ma faute. J'aurais dû demander la garde exclusive il y a des mois, quand l'alcoolisme de David s'est aggravé. J'aurais dû mieux protéger Tyler. » « Tu as fait de ton mieux dans une situation impossible, » dit fermement Maggie. « Et nous n'allons pas abandonner. Le docteur Wells prépare un rapport sur les progrès de Tyler. Nous avons les dessins de Tyler qui documentent son traumatisme et sa guérison. Nous avons la preuve que cet arrangement fonctionne. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Aucune des 2 femmes n'avait de réponse à cette question. Le lendemain matin apporta une surprise malvenue. Maggie aidait Tyler avec sa lecture quand ils entendirent une voiture s'arrêter dans l'allée en gravier. Par la fenêtre du salon, elle vit une silhouette familière sortir d'une camionnette déglinguée. David Preston avait l'air différent de ce qu'il était dans la salle de visite de la prison. Il avait pris du poids, son visage avait repris des couleurs, et ses vêtements étaient propres et repassés, mais ses yeux avaient toujours cette qualité creuse et désespérée dont Maggie se souvenait de la nuit où elle avait trouvé Tyler sur l'autoroute. « Tyler, va dans ta chambre » dit doucement Maggie. Mais Tyler avait déjà vu son père par la fenêtre. Le garçon se figea, son livre de lecture tombant de ses mains sur le sol. Pendant un instant, il ressembla exactement à ce qu'il était cette nuit-là sur la route 47. Petit, effrayé et totalement vulnérable. « C'est mon papa » murmura-t-il. « Oui, mon cœur. Monte dans ta chambre et reste jusqu'à ce que je vienne te chercher. D'accord ?» Tyler hocha la tête et courut vers les escaliers juste au moment où David s'approchait de la porte d'entrée. Au lieu de frapper, il entra simplement dans la maison comme s'il en avait encore le droit. « Où est-il » demanda David. « Où est mon fils » Maggie se plaça entre David et les escaliers, son cœur battant la chamade. « Tu as une ordonnance restrictive, David. Tu n'es pas censé être ici. C'est mon garçon à l'étage, mon fils. Et tu lui as rempli la tête de poison contre moi pendant 2 mois. Tyler est en sécurité ici. Il est heureux. Il guérit. » Le rire de David était amer et creux. « Guéri de quoi ? D'avoir un père qu'il aime ? De faire partie d'une vraie famille ? D'être abandonné sur une autoroute au milieu de la nuit » rétorqua Maggie, sa propre colère s'enflammant. De regarder ses parents se détruire mutuellement. D'entendre dire qu'il était un poison. Le visage de David s'assombrit. « Tu ne sais rien de ma famille, de ce que j'ai traversé. Diane m'a tout pris. Ma maison, mon fils, ma raison de vivre. Et maintenant, elle t'attoie pour l'aider à finir le travail. David. » La voix de Diane venait de l'embrasure de la cuisine. Elle avait entendu l'agitation et était descendue. Et maintenant, elle faisait face à son ex-mari pour la première fois depuis la nuit où il avait pris Tyler. « Tu dois partir. » « Je dois voir mon fils. Je suis clean depuis 2 mois, Diane. 2 mois. Je vais à des réunions, je vois un thérapeute, je suis toutes les règles qu'ils m'ont données. Et pourquoi ?
Pour que Tyler appelle une étrangère sa mère? Maggie n'est pas une étrangère. C'est la femme qui a sauvé Tyler quand tu l'as laissé pour mort. L'accusation flotta dans l'air entre eux, crue et impardonnable. Le visage de David se décomposa, et pendant un instant, Maggie ne vit pas l'homme en colère qui avait fait irruption dans sa maison, mais le père brisé qui avait pris la pire décision de sa vie dans un moment de désespoir complet. « Je ne voulais pas qu'il soit blessé, » dit David, sa voix se brisant. Je pensais que quelqu'un le trouverait tout de suite. Je pensais qu'il serait mieux. Mais tu n'es pas resté pour t'en assurer, dit Diane. Tu n'as pas appelé la police ou les services sociaux ou quiconque aurait pu l'aider en toute sécurité. Tu es juste parti en voiture et tu l'as laissé seul dans le noir. J'étais malade. J'étais ivre et malade et je ne pensais pas clairement. Et la prochaine fois, demanda Maggie. Que se passera-t-il la prochaine fois que tu seras malade, ivre et que tu ne penseras pas clairement? Que arrivera-t-il à Tyler alors? Le désespoir de David se transforma à nouveau en colère. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je suis différent maintenant. Je suis sobre maintenant. Tu es sobre aujourd'hui, corrigea Diane. Mais Tyler a besoin de plus qu'aujourd'hui. Il a besoin de savoir que les gens qu'il aime seront là demain, la semaine prochaine et l'année prochaine. De l'étage vint le bruit de la porte de la chambre de Tyler qui s'ouvrait. Les trois adultes se tournèrent vers les escaliers alors que Tyler apparaissait en haut, serrant sa photo de famille déchirée dans une main et un de ses dessins dans l'autre. « Tyler, retourne dans ta chambre », dit Diane avec urgence. Mais Tyler ne bougea pas. Au lieu de cela, il commença à descendre les escaliers lentement, les yeux fixés sur son père. Quand il arriva en bas, il se tint directement devant David, petit mais d'une certaine manière sans peur. « Salut papa », dit-il doucement. David tomba à genoux, se mettant à la hauteur de Tyler. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il tendait la main pour toucher la joue de son fils. « Tyler, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé pour ce que je t'ai fait. Je t'aime tellement, et je ne te ferai plus jamais de mal. » Tyler étudia le visage de son père avec l'expression sérieuse qu'il portait lorsqu'il traitait des informations importantes. Puis il brandit le dessin qu'il avait apporté. C'était une nouvelle image, que Maggie n'avait pas vue auparavant. Elle montrait la route 47 la nuit, mais cette version était différente de ses œuvres précédentes. Dans ce dessin, Tyler s'était représenté s'éloignant d'une voiture, d'une silhouette qui était clairement David, vers un bus scolaire avec des ailes dorées. Mais le plus significatif, c'est que Tyler s'était aussi dessiné des ailes, comme s'il avait appris à voler. « C'est ce qui s'est passé cette nuit-là », dit Tyler en montrant le dessin à son père. « Tu m'as laissé, mais j'ai trouvé Maggie, et Maggie m'a trouvé, et maintenant je n'ai plus peur. » David regarda le dessin, son visage passant par des émotions trop complexes pour les mots. « Tyler, je veux que tu rentres à la maison avec moi. Nous pouvons être à nouveau une famille. » Tyler secoua la tête. « Je suis à la maison, papa. C'est ma maison maintenant, avec Maggie et maman. Mais je suis ton père. Je suis censé prendre soin de toi. » La réponse de Tyler fut livrée avec l'honnêteté dévastatrice que seuls les enfants possèdent. « Tu n'as pas pris soin de moi cette nuit-là. Tu m'as laissé seul. Mais Maggie ne m'a pas laissé seul. » Les mots frappèrent David comme des coups physiques. Il regarda autour de lui dans la ferme, les dessins de Tyler couvrant le réfrigérateur, les meubles confortables qui montraient les signes d'une maison habitée, les plumes de poulet sur les baskets de Tyler et le contentement dans les yeux de son fils. « Je veux juste récupérer mon garçon, » murmura David. « Je ne suis plus ton garçon, » dit Tyler, pas méchamment, mais avec une certitude absolue. « Je suis le garçon de Maggie maintenant, et le garçon de maman. Mais je peux toujours t'aimer si tu promets de ne plus me laisser. » La confrontation que Maggie avait redoutée, l'affrontement dramatique qu'elle avait imaginé, se dissolvit en quelque chose de plus profond et de plus déchirant. Tyler avait trouvé sa voie, sa force, sa capacité à se protéger. Et ce faisant, il avait donné à son père l'évaluation la plus honnête de leur relation que David recevrait jamais. David regarda Diane et Maggie avec quelque chose qui approchait de l'acceptation. « Il est heureux ici ?» « Oui, » dit simplement Diane. « Il est en sécurité. »« Oui, » confirma Maggie. David se leva lentement, ses mouvements lourds de défaite et de compréhension. « Je l'ai laissé tomber. »« Tu as fait une terrible erreur, » dit doucement Maggie. « Mais Tyler va bien. Il va plus que bien. Et peut-être que c'est ce qui compte maintenant. » Tyler s'approcha de son père et brandit la photographie déchirée. « Tu la veux, papa ?» David regarda l'image de leur famille avant que tout ne s'effondre,
puis secoua la tête. Garde-la, pour te souvenir que nous avons été heureux une fois. Tyler hocha solennellement la tête et remit la photographie dans sa poche. Puis, dans un geste qui surprit tout le monde, il serra son père dans ses bras. Une étreinte brève et douce qui parlait de pardon sans exiger de réconciliation. « Je dois y aller maintenant, dit David à Tyler. Mais peut-être que je pourrais te rendre visite parfois si ta maman et Maggie sont d'accord. » Tyler regarda les deux femmes, qui hochèrent prudemment la tête. « D'accord, dit Tyler, mais tu dois promettre de ne pas m'emmener. »« Je promets, dit David. » Et cette fois, Maggie crut qu'il le pensait. Après le départ de David, ils s'assirent tous les trois sur le porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'or et de rose. Tyler était niché entre Maggie et Diane, la photo déchirée toujours dans sa poche, mais plus serrée comme une bouée de sauvetage. « Est-ce que ça va » demanda Diane à son fils. Tyler hocha la tête. « J'ai eu peur quand j'ai vu papa. Mais ensuite je me suis souvenu que je ne suis plus seul. J'ai toi et Maggie et cette maison et Grace qui veillent sur nous. » Maggie sentit des larmes couler sur ses joues. Pas des larmes de tristesse, mais d'une gratitude immense pour ce courageux petit garçon qui lui avait appris que la guérison était possible, que les familles pouvaient être choisies, et que parfois l'amour le plus profond naissait des circonstances les plus inattendues. La bataille juridique continuerait, mais quelque chose de fondamental avait changé lors de la visite de David. Tyler avait trouvé sa voie, sa force, sa capacité à définir ses propres besoins et limites. Et à ce moment-là, Maggie sut que quoi qu'il arrive, Tyler irait bien, car il n'était plus l'enfant effrayé marchant seul sur une autoroute sombre. C'était un garçon qui savait qu'il était aimé, qui avait appris qu'il méritait protection et stabilité, et qui avait découvert que parfois les anges prenaient la forme de conductrices de bus scolaires au cœur brisé et aux maisons vides qui avaient besoin d'être remplies. La confrontation était terminée. La guérison pouvait continuer. Et demain, Tyler se réveillerait dans la chambre de Grace, dans la maison qui était devenue leur foyer à tous, prêt à dessiner de nouvelles images de la famille qu'ils avaient choisi de devenir. 6 mois après la confrontation sur le porche de la ferme, Tyler Preston entra à l'école primaire Lincoln en tenant 2 sacs à déjeuner, un décoré de dinosaures que Diane avait préparé, et un autre avec un thermos de soupe que Maggie avait insisté pour qu'il prenne au cas où la nourriture de la cafétéria ne serait pas assez bonne. L'audience qui avait autrefois menacé de déchirer leur famille était devenue une formalité. La juge en lait, face au rapport complet du Dr Wells, au propre témoignage de Tyler et au renoncement volontaire de David à ses droits de garde principaux, avait accordé à Diane et Maggie la garde conjointe légale. David conservait des droits de visite supervisés, qu'il exerçait un samedi après-midi sur 2 sous l'œil vigilant d'un superviseur désigné par le tribunal. Ces visites étaient des affaires guindées, plus une obligation qu'une joie. Mais Tyler les abordait avec la même acceptation pragmatique qu'il apportait à la plupart de sa vie maintenant. David était son père, mais il n'était plus le monde de Tyler. Ce monde s'était élargi pour inclure la présence stable de Maggie, l'amour féroce de Diane et la sécurité d'un foyer où les adultes ne disparaissaient pas lorsque la vie devenait difficile. Tyler Preston appela Miss Jennifer Walsh lors de l'appel du matin, et Tyler leva la main avec confiance. Il y a 6 mois, il était un garçon effrayé qui sursautait aux bruits inattendus. Maintenant, il était simplement un autre élève de 2e année commençant une nouvelle année scolaire, remarquable uniquement pour son talent artistique exceptionnel et son habitude de dessiner des bus avec des ailes dans les marges de ses feuilles de travail. Au déjeuner, Tyler s'assit avec un groupe d'enfants qu'il avait rapidement accepté dans leur cercle. Il était drôle, gentil et avait une réserve inépuisable d'histoires sur les poules dont il aidait à s'occuper à la maison. Lorsqu'on l'interrogeait sur sa famille, Tyler expliquait de manière pragmatique qu'il vivait avec sa maman et sa Maggie, et que son papa venait parfois en visite mais ne vivait plus avec eux. « Maggie est ta grand-mère » demanda Isabella, une fille avec des couettes qui était assise à côté de lui en cercle de lecture. « Non, dit Tyler, considérant sérieusement la question tout en déballant le sandwich que Diane avait fait. « C'est ma Maggie. Elle m'a trouvé quand j'étais perdu, et maintenant elle prend soin de moi. » L'explication satisfit complètement Isabella, car les enfants étaient souvent plus tolérants envers les arrangements non conventionnels que les adultes. La famille, pour les camarades de classe de Tyler, c'était simplement les gens qui vous aimaient, s'assuraient que vous aviez de l'argent pour le déjeuner et vous aidaient avec les devoirs. Pendant ce temps, à la ferme, Maggie vivait son propre nouveau départ. Elle avait repris son itinéraire de bus scolaire régulier en septembre, mais sa relation avec le travail s'était complètement transformée. Là où autrefois elle conduisait son itinéraire mécaniquement, comptant les jours jusqu'à la retraite,
Elle voyait maintenant chaque enfant comme le trésor de quelqu'un, le Tyler de quelqu'un. Elle apprenait leurs noms, se souvenait de leurs anniversaires et gardait une boîte de mouchoirs et de pansements dans sa trousse de premier secours pour les genoux écorchés et les cœurs blessés. La conductrice Maggie est la meilleure, dit Emma, 7 ans, un nom qui n'apportait plus de douleur mais plutôt une douce reconnaissance de la continuité, à sa mère un après-midi. Elle s'assure toujours que nous sommes en sécurité, et elle connaît les chansons préférées de tout le monde. La ferme elle-même avait subi une transformation qui allait au-delà de la présence de Tyler. Diane y avait apporté ses propres touches, des coussins colorés, des plantes qui prospéraient sous son attention, et un sentiment général de vie activement vécu plutôt que simplement enduré. La table de la cuisine, qui n'avait autrefois accueilli que les repas solitaires de Maggie, accueillait désormais des séances de devoirs, des projets artistiques et de longues conversations sur tout, de la journée de Tyler à l'école au nouveau travail de Diane à la bibliothèque du comté. Diane avait découvert un talent pour l'organisation de programmes pour enfants, et ses heures du conte étaient devenues légendaires parmi les familles locales. Elle s'entraînait souvent à ses lectures animées sur Tyler et Maggie, remplissant la ferme de différentes voix et de gestes dramatiques qui faisaient rire et applaudir Tyler. « Tu es vraiment doué pour ça », lui dit Maggie un soir après une interprétation particulièrement énergique d'une histoire de dragon. « Tu devrais envisager d'obtenir ton diplôme en bibliothéconomie. » J'y ai pensé, à Midian. Le collège communautaire a un programme. Ça prendrait quelques années. Mais quoi? Mais ça signifierait plus de changements pour Tyler. Plus d'incertitude. Maggie regarda de l'autre côté du salon où Tyler était étalé sur le sol, dessinant ce qui semblait être un dragon portant un chapeau de conducteur de bus scolaire. Tyler n'a plus peur des changements. Il sait qu'il est en sécurité ici. Et d'ailleurs, les rêves sont importants. Les enfants ont besoin de voir les adultes de leur vie poursuivre leurs rêves. La conversation représentait un changement dans leur relation qui se construisait depuis des mois. Au début, leur arrangement était né de la nécessité. Le besoin de stabilité de Tyler, le besoin de but de Maggie, le besoin de soutien de Diane. Mais il avait évolué vers quelque chose qu'aucune d'entre elles n'avait anticipé. Un véritable partenariat basé sur le respect mutuel, la responsabilité partagée et le genre d'amitié profonde qui ne peut se développer qu'entre des personnes qui ont traversé une crise ensemble. Le Dr Wells, dans son rapport final, avait noté que la guérison de Tyler était parmi les plus complètes qu'elle ait vues en 15 ans de pratique. Mais ce qui l'impressionnait le plus, c'était la façon dont les adultes de sa vie avaient également guéri à travers le processus de prendre soin de lui. La guérison des traumatismes chez les enfants dépend souvent de la stabilité et de la santé émotionnelle de leurs soignants, avait-elle écrit. Dans le cas de Tyler, la guérison a été mutuelle. Margaret O'Brien a trouvé un but et un lien familial après des années d'isolement, tandis que Diane Preston a développé sa confiance et ses compétences parentales grâce à la responsabilité partagée. Le résultat est une structure familiale qui, bien que non conventionnelle, fournit à Tyler de multiples sources d'amour, de soutien et de stabilité. Les visites supervisées avec David continuaient, bien qu'elles restassent difficiles pour toutes les personnes impliquées. David était sobre, se conformait à toutes les exigences du tribunal et était sincèrement repentant de ses actes. Mais la relation entre père et fils avait été fondamentalement modifiée par les événements de cette nuit de novembre. Tyler était poli mais distant lors de leur visite, traitant David plus comme un ami de la famille que comme un parent. « Il ne me déteste pas », dit David à son thérapeute après un après-midi particulièrement guindé au centre communautaire. « Mais il n'a plus besoin de moi non plus. » « Est-ce nécessairement une mauvaise chose ?» demanda le thérapeute. David considéra la question. « Il y a 6 mois, j'aurais dit oui. Je pensais qu'être nécessaire était la même chose qu'être aimé. Mais Tyler est heureux. Il est en bonne santé. Il a des gens qui l'aiment et le protègent. Peut-être que c'est suffisant. » C'était une reconnaissance douloureuse, mais aussi nécessaire. Le chemin de David vers l'acceptation de son rôle réduit dans la vie de Tyler était sa propre forme de guérison. Un processus d'apprentissage pour aimer quelqu'un assez pour vouloir ce qui est le mieux pour lui, même lorsque cela ne vous inclut pas. Un soir de fin octobre, près d'un an après cette première rencontre sur la route 47, Tyler fit une annonce qui surprit les deux femmes. « Je veux inviter papa à ma fête d'anniversaire », dit-il pendant le dîner. Maggie et Diane échangèrent des regards. Le 8e anniversaire de Tyler était encore dans un mois, mais elles avaient prévu une petite fête avec ses nouveaux amis de l'école. « Tu es sûr ?» demanda prudemment Diane. Tyler hocha la tête sérieusement. « C'est toujours mon papa. Même s'il ne vit pas avec nous.
Et les anniversaires, c'est pour la famille. La fête elle-même était une affaire modeste. 8 enfants courant dans le jardin de la ferme, un gâteau au chocolat que Tyler avait aidé Maggie à faire, et des cadeaux qui étaient plus appréciés pour l'intention derrière eux que pour leur valeur monétaire. David arriva précisément à l'heure, portant un cadeau soigneusement choisi et arborant l'expression nerveuse de quelqu'un qui n'était pas sûr d'avoir sa place. Mais Tyler accueillit son père avec une chaleur sincère, le présentant à ses amis comme « mon papa qui habite ailleurs » et l'incluant dans les festivités avec l'acceptation facile qui était devenue la marque de fabrique de Tyler. En regardant David aider Tyler à souffler ses bougies, Maggie réalisa que la guérison ressemblait parfois à ça. Pas la restauration de ce qui était brisé, mais la création de quelque chose de entièrement nouveau. Plus tard, après que les invités soient rentrés chez eux et que David soit retourné à son transport supervisé, Tyler s'assit sur le porche avec Maggie et Diane, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes familières d'or et de rose. C'était le meilleur anniversaire de tous les temps, annonça Tyler. Et les deux femmes sentirent la vérité de ces paroles les envelopper comme une couverture confortable. Mieux que l'année où tu as eu la voiture télécommandée ? Taquina Diane. Mieux que ça. Mieux que tout. Tyler se pencha contre l'épaule de Maggie avec l'affection facile qui s'était développée entre eux. Parce que cette fois, tous ceux que j'aime étaient là. Maggie pensa à Grace, qui aurait eu 12 ans maintenant, qui aurait pu être assise sur ce même porche à se plaindre des devoirs ou des garçons ou de l'injustice des heures de coucher. La douleur de cette perte ferait toujours partie d'elle, mais elle ne la définissait plus. Le souvenir de Grace vivait dans le matériel d'art que Tyler utilisait, dans la chambre où il dormait, dans la connaissance que je t'aime aussi, mon cœur, dit Maggie, enlaçant Tyler et sentant la main de Diane lui serrer l'épaule. Ils formaient une famille inhabituelle, liée non par le sang mais par le choix, la crise et la reconnaissance progressive que parfois les liens les plus profonds se développaient de la manière la plus inattendue. Tyler grandirait en sachant que les familles pouvaient être créées aussi bien que nées, que l'amour pouvait triompher du traumatisme, et que parfois les anges se déguisaient en désespérément besoin d'être remplis. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Tyler pointa le doigt vers le haut et dit « Grace, regarde. Je la sens. » Et Maggie, qui avait passé 5 ans à croire que la mort était une fin, comprit enfin que certaines histoires continuaient d'une manière que les conteurs originaux n'auraient jamais pu imaginer. Grace vivait dans le rire de Tyler, dans le but renouvelé de Maggie, dans la connaissance que l'amour n'était pas une ressource finie, mais un univers en expansion de possibilités. L'autoroute nocturne qui les avait réunis était loin derrière eux maintenant. Mais ces leçons demeuraient. Que les gens pouvaient se trouver dans les moments les plus sombres. Que les choses brisées pouvaient être réparées de manière inattendue. Et que parfois les plus belles familles étaient celles qui se choisissaient contre toute attente. Tyler s'endormit cette nuit-là, entouré de cartes d'anniversaire et des sons réconfortants de 2 femmes qu'il aimait, planifiant son déjeuner pour le lendemain, discutant des corvées du week-end et riant doucement de quelque chose de stupide qu'il avait dit pendant la fête. C'était le son de la vie de famille ordinaire, et c'était plus précieux qu'aucun d'eux n'aurait jamais pu l'imaginer. Le matin, commençait un autre jour de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Et Maggie conduirait son itinéraire de bus scolaire avec un but renouvelé, sachant que chaque enfant qui montait ses marches était le trésor de quelqu'un, l'espoir de quelqu'un, la raison de quelqu'un de croire en demain. La guérison était complète. Le nouveau départ était simplement devenu le début. Et c'était exactement comme il se devait. 1 an et 2 mois après que Margaret O'Brien eut vu pour la première fois une petite silhouette marcher seule sur la route 47, elle était assise derrière le volant du bus 47 le premier jour de la nouvelle année scolaire, attendant son passager le plus important. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur les terres agricoles familières du comté de Millbrook. Mais tout dans ce moment semblait différent de cette sombre nuit de novembre qui avait changé toute leur vie. Au lieu d'un bus vide se dirigeant vers une maison vide, le bus de Maggie était rempli d'enfants bavards, excités par le début de la 3e année, et sa maison, leur maison, bourdonnait du chaos confortable d'une famille se préparant pour la journée. Tyler apparut à la porte du bus à exactement 7h42. Son nouveau sac à dos rebondissant sur ses épaules et sa boîte à lunch décorée de sa dernière création artistique. Un portrait de famille montrant 3 silhouettes debout devant une ferme blanche, avec la figure fantomatique d'une fille avec des ailes les surveillant depuis un nuage. « Bonjour, conductrice Maggie », annonça officiellement Tyler en montant les marches, bien que la salutation formelle se soit dissoute en rire dès qu'il atteignit le sommet. « Bonjour, Monsieur Preston », répondit Maggie avec une formalité égale, bien que ses yeux pétillassent de la chaleur qui était devenue sa signature parmi les enfants de son itinéraire.
As-tu bien ton autorisation pour la sortie scolaire? Tyler tapota son sac à dos avec confiance. Maman l'a signé, tu as vérifié, et je l'ai mise dans la poche de devant, comme tu me l'as appris. Alors que Tyler trouvait son siège préféré, troisième rangée à droite où il pouvait voir Maggie dans le rétroviseur, d'autres enfants le saluèrent avec la familiarité facile d'une amitié établie. Tyler était devenu une sorte de célébrité parmi ses camarades de classe. Non pas à cause de sa situation familiale inhabituelle, mais à cause de son remarquable talent artistique et de ses histoires sans fin sur la vie à la ferme. « Tyler, as-tu apporté ton carnet de croquis ?» demanda Tommy Martinez, le neveu de la détective Rosa Martinez, qui était devenu le meilleur ami de Tyler pendant l'été. « Toujours », répondit Tyler en sortant un carnet bien usé rempli de dessins qui avaient beaucoup évolué au-delà de ses premières œuvres de traitement de traumatisme. Maintenant, ces croquis capturaient la magie ordinaire de sa vie quotidienne. Diane lisant des histoires à la bibliothèque, Maggie lui apprenant à conduire le tracteur, les poules dans des situations de plus en plus ridicules. Et toujours, des bus avec des ailes. Alors qu'il se dirigeait vers l'école primaire Lincoln, Maggie croisa le regard de Tyler dans le rétroviseur. Dans ce bref regard, elle ne vit pas le garçon effrayé et abandonné qu'elle avait trouvé sur l'autoroute, mais un enfant de 8 ans confiant qui savait exactement qui il était et où était sa place. « Maggie », dit Tyler, utilisant le nom qu'il réservait à leurs conversations les plus sérieuses. « Je veux te dire quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est, mon cœur ?»« Je n'ai plus peur des bus, ni des autoroutes, ni d'être seul dans le noir. » La voix de Tyler portait le ton pragmatique qu'il utilisait pour énoncer des vérités importantes. « Parce que je sais que même si je me perdais à nouveau, tu me trouverais. » La simple déclaration faillit faire monter les larmes aux yeux de Maggie, mais elle réussit à garder sa voix stable. « Tu ne te perdras plus jamais, Tyler. Tu es à la maison maintenant. »« Je sais, » dit Tyler avec contentement, reportant son attention sur un dessin d'un bus scolaire décoré de lumières de Noël. « Mais c'est bien de le savoir quand même. » À l'école, Tyler rejoignit le flot d'enfants se dirigeant vers le bâtiment en briques où il avait passé l'année précédente à découvrir qu'il était intelligent, drôle et capable de se faire des amis facilement. Son enseignante, Miss Rodriguez, le salua avec le sourire spécial réservé aux élèves qui apportaient de la joie dans la classe simplement en étant eux-mêmes. « Tyler, je vois que tu as ton matériel d'art. Es-tu prêt à montrer tes dessins de bus aux nouveaux élèves ?» Tyler hocha la tête avec enthousiasme. Au cours de l'été, ces œuvres étaient devenues partie intégrante du programme informel de l'école Lincoln pour aider les enfants à traiter des émotions difficiles. D'autres élèves traversant des transitions familiales ou des traumatismes étaient souvent initiés à l'histoire de Tyler. Non pas les détails de son abandon, mais le message que les familles pouvaient être créées, que la guérison était possible, et que parfois les plus belles choses naissaient des circonstances les plus difficiles. En s'éloignant de l'école, Maggie réfléchit à l'étrange mathématique de sa vie. Elle avait perdu Grace et cette perte l'avait presque détruite. Mais trouver Tyler, ou être trouvé par lui avait appris que l'amour n'était pas une ressource finie à accumuler contre de futures pertes. L'amour se multipliait lorsqu'il était partagé, s'étendait lorsqu'il était donné librement, et pouvait transformer les cœurs les plus brisés en quelque chose de plus fort qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Son itinéraire ce matin-là la fit passer devant l'endroit sur la route 47 où tout avait changé. Elle avait parcouru ce tronçon d'autoroute des centaines de fois depuis cette nuit de novembre, mais aujourd'hui, elle s'arrêta à l'endroit exact où elle avait vu Tyler marcher pour la première fois sous ses phares. L'accotement semblait différent à la lumière du jour, juste une autre parcelle d'asphalte à côté d'une route rurale, sans particularité, à l'exception du petit mémorial que Tyler avait demandé à y placer 6 mois plus tôt. Ce n'était pas un monument au traumatisme, mais plutôt une célébration du lien. Le panneau peint à la main disait simplement là où les anges se trouvent et était décoré du dessin distinctif de Tyler d'un bus avec des ailes dorées. Maggie s'assit dans le silence de son bus vide et pensa aux effets d'entraînement de ce seul moment où elle avait choisi de s'arrêter. La vie de Tyler avait été sauvée, évidemment, mais la guérison s'était étendue bien au-delà d'un seul enfant secouru. Diane avait trouvé sa confiance et était maintenant à mi-chemin de son programme de bibliothéconomie, inspiré par l'exemple de Tyler à poursuivre ses rêves sans crainte. David avait maintenu sa sobriété pendant plus d'1 an et reconstruisait lentement et prudemment une relation avec son fils basée sur le respect plutôt que sur la possession. Même la détective Martinez avait été affectée, mettant en place de nouveaux protocoles pour répondre aux cas d'abandon d'enfants qui priorisaient un soutien immédiat en cas de traumatisme. Mais peut-être plus remarquable encore, l'histoire était devenue partie intégrante du folklore de la communauté.
Non pas les détails sensationnels de l'abandon et du sauvetage, mais le message plus discret sur la possibilité de guérison, le pouvoir de la famille choisie, et la vérité ce soir-là, à la ferme, Tyler était assis à la table de la cuisine, faisant ses devoirs pendant que Diane préparait le dîner et que Maggie vérifiait les horaires des bus pour la semaine suivante. La scène était tout à fait ordinaire. Une famille naviguant dans les défis routiniers d'une soirée en semaine, et absolument extraordinaire dans son contentement paisible. Tyler, dit Diane en remuant une casserole de soupe qui remplissait la cuisine de chaleur et de promesses de réconfort. N'oublie pas que samedi, c'est ta visite avec ton père. Tyler leva les yeux de sa feuille de maths sans aucune de l'anxiété que de telles annonces déclenchaient autrefois. Je sais. Il veut m'emmener au musée d'art de la ville. Il a appris des choses sur les artistes pour qu'on puisse parler de mes dessins. La transformation de David avait été la plus lente et la plus difficile de toutes, mais elle avait été authentique. Il assistait religieusement aux réunions des alcooliques anonymes, travaillait avec un thérapeute spécialisé dans l'aide aux parents pour reconstruire des relations après une addiction, et avait progressivement regagné de petites parcelles de la confiance de Tyler grâce à un comportement constant et fiable. Les visites n'étaient plus supervisées par des fonctionnaires du tribunal, bien qu'elles restassent structurées et limitées dans le temps. David avait accepté qu'il ne serait plus jamais le parent principal de Tyler, mais il apprenait à trouver un sens à son rôle de présence de soutien dans la vie de son fils. « Quel genre d'art veux-tu voir » demanda Maggie, sincèrement curieuse des intérêts de Tyler. « Les sculptures » répondit Tyler sans hésitation. « Je veux voir comment ils font pour que la pierre ait l'air de bouger, et je veux demander à papa s'il pense que Grace aurait aimé les musées d'art. » La manière décontractée dont Tyler incluait Grace dans ses pensées et ses projets était devenue l'un des aspects les plus guérisseurs de leur famille inhabituelle. Il parlait d'elle non pas comme d'un triste souvenir ou d'une source de la douleur de Maggie, mais comme d'une présence continue qui influençait leur vie quotidienne de manière positive. « Je pense que Grace aurait adoré les musées d'art, » dit Maggie. Elle voyait toujours la beauté dans des endroits inattendus. « Comme tu as vu de la beauté en moi quand je marchais sur la route effrayante, » observa Tyler avec la clarté que les enfants possèdent parfois. « Exactement comme ça. » Plus tard dans la soirée, après que Tyler eut terminé ses devoirs, prit son bain et écoutait Diane lui lire 3 chapitres de son livre préféré du moment, il apparut dans l'embrasure du salon où Maggie lisait. « Je peux te montrer quelque chose » demanda-t-il, tenant une grande feuille de papier derrière son dos. « Bien sûr. » Tyler révéla son dernier chef-d'œuvre, un dessin détaillé qui avait clairement pris des semaines à réaliser. Il montrait la ferme en couleurs, chaque fenêtre brillant chaleureusement et de minuscules silhouettes visibles à l'intérieur, vaquant à leurs activités quotidiennes. Mais ce qui rendait le dessin extraordinaire, c'était le ciel au-dessus de la maison, où Tyler avait dessiné des dizaines de silhouettes avec des ailes. Pas des anges au sens traditionnel, mais des gens ordinaires qui avaient appris à voler. « C'est notre famille », expliqua Tyler en montrant les silhouettes dans la maison. « Et ce sont toutes les personnes qui veillent sur les familles comme la nôtre. Grace est là, et le grand-père de Tommy qui est mort l'année dernière, et la grand-mère d'Isabella, et toutes les personnes qui nous aiment même si on ne peut pas les voir. » Maggie étudia le dessin avec émerveillement. « Tyler, c'est incroyable. Tu es devenu un artiste tellement incroyable. »« Je veux être un artiste quand je serai grand », annonça Tyler. « Et je veux apprendre à d'autres enfants qui ont peur qu'ils peuvent dessiner leurs sentiments jusqu'à ce qu'ils n'aient plus peur. » La simple déclaration résumait tout ce que leur voyage avait été. La transformation du traumatisme en but, l'évolution de la douleur en outil pour guérir les autres, la reconnaissance que les cadeaux les plus profonds venaient souvent déguisés en défis les plus difficiles. « Je pense que c'est un rêve merveilleux », dit Maggie en accrochant le dessin sur le réfrigérateur à côté de ses autres chefs-d'œuvre et des œuvres préservées de Grace. « Et je pense que tu vas aider beaucoup d'enfants. » Cette nuit-là, alors que Tyler dormait paisiblement dans la chambre de Grace, entouré des sons réconfortants de 2 femmes qu'il aimait discutant des plans pour le week-end, Maggie resta éveillée à penser à la nature circulaire de la guérison. Elle avait conduit un bus vide vers une maison vide lorsqu'elle avait trouvé Tyler, convaincue que son histoire était essentiellement terminée. Maintenant, 1 an plus tard, elle conduisait un bus rempli d'enfants vers une maison remplie de rires, de buts et des miracles quotidiens de la vie de famille. Tyler avait marché seul sur une autoroute sombre, abandonnée et terrifiée, serrant une photo déchirée d'une famille qui n'existait plus. Maintenant, il dormait en sécurité dans un lit chaud, entouré de personnes qui avaient choisi de l'aimer, créant des œuvres qui aidaient d'autres enfants à traiter leurs propres émotions difficiles. Diane avait été une mère célibataire en difficulté,
submergée par la culpabilité et les exigences impossibles de protéger son fils tout en construisant une nouvelle vie. Maintenant, elle était une coparente confiante, poursuivant ses études tout en aidant d'autres familles à la bibliothèque, certaine que Tyler s'épanouissait. Même David, qui avait fait les choix les plus destructeurs, avait trouvé un chemin vers la rédemption en acceptant la responsabilité, en maintenant sa sobriété et en apprenant à aimer son fils assez pour vouloir ce qui était le mieux pour lui, même lorsque cela ne l'incluait pas. L'autoroute qui les avait réunis était toujours là, toujours sombre et dangereuse pour quiconque la parcourait seul. Mais pour cette famille, elle était devenue un symbole non pas d'abandon, mais de connexion, non pas de traumatisme, mais de transformation, non pas de fin, mais de commencement. Alors que les saisons tournaient, que Tyler grandissait, que ses œuvres devenaient plus sophistiquées et que leur routine familiale devenait aussi naturelle que de respirer, l'histoire de l'autoroute nocturne devint moins celle de l'obscurité à laquelle ils avaient échappé, et plus celle de la lumière qu'ils avaient créée ensemble. Tyler grandirait en sachant que les familles pouvaient être choisies, que l'amour n'était pas une ressource finie, que la guérison était toujours possible, et les soirs calmes, lorsque tous les trois s'asseyaient roses, Tyler pointait parfois les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait et disait « Grace regarde, et elle est fière de notre famille ». L'amour mourait avec la personne que l'on aimait, comprendrait imaginer que certains liens transcendaient la mort, et que les plus belles familles étaient souvent celles qui se choisissaient contre toute attente et découvraient que les personnes brisées pouvaient s'aider à guérir mutuellement de la manière la plus inattendue et merveilleuse. Le bus scolaire avec des ailes que Tyler dessinait était devenu plus qu'un symbole. Il était devenu une réalité, transportant non seulement des enfants à l'école, mais l'espoir aux familles, la guérison aux cœurs brisés, et la promesse que même dans les moments les plus sombres, quelqu'un serait toujours à l'affût des petites silhouettes marchant seules. Prêt à s'arrêter, prêt à aider, prêt à découvrir que le sauvetage était souvent mutuel et que les plus profondes histoires d'amour concernaient des personnes qui se sauvaient mutuellement. Le cercle était complet. La guérison était entière. Extraordinaire et ordinaire qu'ils avaient construite ensemble. Un choix à la fois, un jour à la fois, un petit acte d'amour à la fois. L'autoroute nocturne les avait réunis. Mais la vie qu'ils avaient construite dans la lumière était entièrement leur propre création. Un témoignage de la vérité que les choses brisées pouvaient être réparées, que les familles pouvaient être choisies, et que parfois les plus belles fins étaient en fait de nouveaux départs déguisés.